Nuremberg, 1531. Sur la place principale de la ville, une foule se rassemble autour d'un échafaud en bois. Suspendu à une poutre, un homme nu jusqu'à la taille supporte tout le poids de son corps grâce à des crochets métalliques qui lui transpercent les testicules. Il est suspendu depuis 6 heures. Ses cris se sont réduits à des gémissements. La foule le regarde, certains avec horreur, la plupart avec une satisfaction macabre. Son crime, adultère avec une femme mariée. Son châtiment, la suspension publique par des crochets génitaux jusqu'à la mort qui peut prendre des jours. Il ne s'agit pas d'un incident isolé de cruauté sadique. Il s'agissait d'un châtiment judiciaire documenté dans les archives des tribunaux, sanctionné par la loi et pratiqué dans de nombreuses civilisations. Le crochet à testicules et les méthodes similaires de suspension génitale représentaient la torture sexuée ultime. La destruction d'un homme par la mutilation délibérée de sa masculinité, pratiquée à des fins de divertissement public et d'instruction morale. Le dispositif avait de nombreux noms, de nombreuses variantes, mais un seul objectif, infliger une souffrance maximale tout en s'assurant que la victime reste consciente et visible le plus longtemps possible. La suspension testiculaire et la torture génitale n'étaient donc pas utilisées pour les crimes ordinaires. Elles étaient réservées aux infractions que les sociétés considéraient comme des violations de la morale sexuelle ou des crimes contre la nature. L'adultère. Les hommes qui commettaient l'adultère, en particulier avec des femmes mariées, étaient soumis à la torture génitale dans de nombreuses juridictions. La logique voulait que l'organe du péché soit l'instrument du châtiment, le viol. Dans certains systèmes juridiques médiévaux et du début des temps modernes, les violeurs condamnés étaient bien soumis à une mutilation génitale ou à une suspension en guise de justice poétique. La partie du corps utilisée pour commettre le crime devenait le lieu de la punition. Homosexualité. Les hommes reconnus coupables de sodomie ou d'actes homosexuels étaient bien soumis à des tortures génitales particulièrement brutales dans toute l'Europe chrétienne et dans les territoires islamiques. Ce châtiment visait à détruire la manifestation physique de leur déviance. Bestialité. Les contacts sexuels avec des animaux étaient considérés comme l'un des pires crimes contre la nature et justifiaient les châtiments les plus extrêmes, comprenant souvent des tortures génitales avant l'exécution. L'utilisation de la suspension génitale révèle à quel point la punition était profondément sexuée dans les sociétés prémodernes. Pour les hommes, la masculinité était liée à la puissance sexuelle, à la force physique et à l'honneur. Détruire les organes génitaux d'un homme, surtout en public, était considéré comme une destruction de sa virilité. Il ne s'agissait pas seulement de douleur, il s'agissait d'humiliation, d'émasculation et de mort sociale avant la mort physique. Un homme suspendu par les testicules était dépouillé de sa dignité masculine, réduit à un corps souffrant, exhibé comme un avertissement sur ce qui se passe lorsque la sexualité masculine transgresse les limites sociales. Les femmes subissaient des tortures différentes, mais tout aussi sexuées, l'arracheuse de seins, la poire d'angoisse insérée par voie vaginale, le déshabillage public. Mais la suspension génitale était spécifiquement et exclusivement masculine, visant ce que les sociétés considéraient comme le siège du pouvoir et de l'identité masculine. Ces châtiments n'étaient pas des actes de cruauté aléatoires, mais étaient codifiés dans des systèmes juridiques. La Constitutio Criminalis Carolina, le code pénal du Saint-Empire romain germanique datant de 1532, décrit explicitement diverses peines pour les crimes sexuels, dont la mutilation et la suspension génitale. Les manuels de l'Inquisition espagnole décrivent en détail les méthodes de torture utilisées pour obtenir des aveux et punir les hérétiques, y compris des techniques faisant appel à la torture génitale. Les archives judiciaires ottomanes décrivent des peines similaires pour l'adultère et l'homosexualité en vertu de la loi islamique. Les codes pénaux chinois prévoient la castration et la torture génitale comme peines standards pour certains crimes, avec des descriptions détaillées des méthodes et des procédures. La documentation révèle qu'il ne s'agissait pas d'aberrations, mais de pratiques systématiques ancrées dans les structures juridiques de multiples civilisations. Les instruments utilisés pour la suspension des testicules varient selon les régions et les époques. Mais le principe de base reste le même. Des crochets ou des pinces qui peuvent percer ou saisir le scrotum et supporter tout le poids du corps de la victime. Les crochets simples, des crochets métalliques pointus, parfois chauffés, étaient insérés à travers la peau du scrotum, puis attachés à des chaînes ou à des cordes suspendues à une poutre. Le poids du corps de la victime tirait sur les crochets, provoquant une lente déchirure des tissus. Pinces,
et étau, certains dispositifs utilisent des pinces qui écrasent et saisissent les testicules sans les percer, puis sont attachés à des appareils de suspension. Ces dispositifs empêchaient de la déchirure rapide qui aurait mis fin prématurément à la torture. Suspension par poids, dans certains cas, au lieu de suspendre le corps entier, des poids étaient attachés à des crochets perçant les organes génitaux, augmentant progressivement la charge jusqu'à ce que le tissu se déchire complètement. La torture suivait généralement une séquence ritualisée documentée dans les dossiers judiciaires et les récits de témoins oculaires. Préparation publique. Le condamné était amené sur une place publique, souvent déshabillé ou avec seulement le haut du corps couvert. La présence de la foule était essentielle, il s'agissait d'être témoin de la scène. Insertion du crochet. Les bourreaux ou les tortionnaires transpercèrent le scrotum avec des crochets, parfois à plusieurs endroits pour répartir le poids. Les récits contemporains décrivent des victimes qui crient et se débattent pendant cette phase, nécessitant plusieurs hommes pour les maintenir en place. La suspension. La victime est alors hissée, tout le poids de son corps étant désormais supporté par les crochets qui traversent ses organes génitaux. La douleur est décrite par les témoins comme provoquant un choc immédiat, conduisant souvent à l'inconscience, bien que les victimes soient ranimées pour continuer à souffrir. Affichage, la victime suspendue restait accrochée, parfois pendant des heures, parfois pendant des jours. Les gardiens veillaient à ce qu'elle reste en vie, les abaissant parfois légèrement pour éviter qu'elle ne meure prématurément d'un choc ou d'une perte de sang. Les connaissances médicales sur les traumatismes subis sont terrifiantes. Le scrotum contient de nombreuses terminaisons nerveuses, ce qui en fait l'une des zones du corps masculin les plus sensibles à la douleur. Le fait de percer le scrotum avec des crochets et de supporter tout le poids du corps provoque immédiatement une douleur extrême due au traumatisme nerveux. Une déchirure progressive des tissus à mesure que le poids du corps tire sur la peau relativement délicate du scrotum, une rupture potentielle des testicules eux-mêmes due à la compression et au traumatisme. Un choc dû à la douleur conduisant souvent à une perte de conscience, une infection des plaies et finalement la mort due au choc, à la perte de sang ou à l'infection. Mais cela peut prendre des jours. La torture était conçue pour maximiser la durée de la souffrance. Une mort rapide irait à l'encontre du but recherché. La victime devait rester consciente et souffrir le plus longtemps possible, servant d'avertissement vivant aux spectateurs. Si vous vous demandez comment nous connaissons ces détails, la réponse se trouve dans les récits de témoins oculaires qui sont presque trop troublants pour être lus. Abonnez-vous pour entendre les témoignages historiques qui révèlent comment les sociétés ont transformé la souffrance humaine en divertissement public et en instruction morale. Un récit détaillé d'un chroniqueur de la ville de Nuremberg décrit l'exécution de Hans Schmidt, condamné pour adultère avec la femme d'un conseiller municipal. Le chroniqueur écrit « Le condamné a été amené à l'échafaud à midi. Le bourreau lui a percé les parties intimes avec des crochets de fer et l'a hissé à la vue de tous. Ses cris étaient terribles à entendre. Il resta ainsi suspendu pendant 7 heures avant de perdre connaissance. Le bourreau le ranima avec de l'eau et il resta suspendu encore 3 heures avant que la mort ne l'emporte enfin. La foule l'observe, certains prient, certains médecins, d'autres se moquent. Son corps resta suspendu jusqu'au coucher du soleil, en guise d'avertissement à tous ceux qui violeraient le lit conjugal. Ce récit, conservé dans les archives de la ville de Nuremberg, fournit des détails précis sur le moment choisi, la réaction de la foule et le rôle du bourreau dans la prolongation des souffrances. Un document de l'Inquisition espagnole datant de Madrid en 1614 décrit la punition d'un homme condamné pour sodomie. Le document est clinique dans ses détails. Le prisonnier a été suspendu au moyen de crochets dans ses parties mâles. Il a été maintenu dans cet état pendant 12 heures, avec de brefs intervalles d'abaissement pour éviter la mort par choc. Il a confessé ses péchés à plusieurs reprises et a demandé grâce. Aucune pitié ne lui fut accordée. La mort est survenue le 2e jour de la suspension par corruption des plaies et défaillance du cœur. Les archives méticuleuses de l'Inquisition ont permis de conserver des centaines de récits de ce type, documentant non seulement la punition, mais aussi la justification théologique selon laquelle la partie du corps utilisée pour le péché doit être l'instrument de la pénitence. Le journal d'un marchand vénitien des années 1680, récemment découvert dans les archives, décrit comment il a assisté à une exécution publique dans la Constantinople ottomane. J'ai vu un spectacle des plus horribles, un homme suspendu sur la place par des crochets jusqu'à la taille. Les Turcs disaient qu'il avait violé un autre homme, un crime qu'ils punissent très sévèrement. Il est resté suspendu pendant 2 jours, criant lorsqu'il était conscient, silencieux lorsqu'il ne l'était pas.
Les gardes lui ont jeté de l'eau pour le ranimer lorsqu'il s'évanouissait. La foule était nombreuse, beaucoup avaient amené des enfants pour voir ce qu'il advient de ceux qui commettent de tels actes. Le 3e jour, il est mort et son corps est resté pendu un jour de plus avant d'être jeté aux chiens. Ce récit est important car il décrit la pratique ottomane, confirmant que la suspension des organes génitaux n'était pas l'apanage de l'Europe chrétienne, mais qu'elle apparaissait également dans les systèmes judiciaires islamiques. La lettre d'un missionnaire jésuite en provenance de Pékin dans les années 1740 décrit un châtiment dont il avait été témoin en Chine. Les Chinois ont des méthodes très cruelles pour ceux qui violent leurs lois concernant la conduite sexuelle. J'ai vu un homme suspendu par des poids attachés à ses parties intimes qui augmentaient progressivement jusqu'à ce que la chair se déchire complètement. Cela a duré de nombreuses heures pendant lesquelles il est resté conscient et la foule a observé. Le magistrat chinois a expliqué qu'il s'agissait d'une punition pour adultère et qu'elle servait à maintenir l'ordre moral. De nombreux témoignages soulignent qu'il ne s'agissait pas de torture de privé, mais de spectacle public. La foule avait plusieurs fonctions. Témoins de la justice l'affirment, leur présence légitimait le châtiment comme étant légal et moral, et non comme une simple cruauté. Participant à l'application de la loi, en regardant et en approuvant, la foule participait à l'application de la morale sexuelle et des limites sociales. Les destinataires de l'avertissement, la torture était censée dissuader d'autres personnes de commettre des crimes similaires. L'horreur de la foule et la souffrance de la victime se combinent pour créer un message dissuasif puissant. Et, fait troublant, le divertissement. De nombreux récits décrivent le comportement de la foule qui suggère le divertissement. Des vendeurs vendant de la nourriture, des enfants amenés pour regarder, des spectateurs faisant des paris sur la durée de survie de la victime. La torture ne visait pas seulement à punir l'individu. Il s'agissait de créer un spectacle qui renforçait les hiérarchies sociales, la moralité sexuelle et le pouvoir de l'État de contrôler les corps et les comportements par la terreur. Plusieurs musées européens contiennent des instruments de torture qui confirment les récits historiques de suspension des organes génitaux. Le musée du crime médiéval de Rothenburg ob der Tauber, en Allemagne, abrite plusieurs crochets et pinces identifiés comme des instruments de torture génitale, avec des documents les reliant à des exécutions spécifiques dans les années 1500 et 1600. La collection de la Tour de Londres comprend des instruments décrits dans des documents contemporains comme des crochets pour suspendre les prisonniers masculins par leurs parties intimes. Le musée de la torture d'Amsterdam présente un instrument appelé étau testiculaire, accompagné d'une documentation décrivant son utilisation dans les punitions judiciaires néerlandaises pour adultère et sodomie dans les années 1600. Les fouilles archéologiques des donjons des châteaux médiévaux et des sites d'exécution ont permis de découvrir des crochets métalliques et des appareils de suspension conformes aux descriptions historiques. En 2012, des fouilles sous le château de Prague ont permis de découvrir une chambre de torture avec des crochets encastrés dans les poutres du plafond à des hauteurs compatibles avec une suspension humaine, ainsi que des restes humains présentant des traces de traumatismes génitaux. L'analyse de restes de squelettes provenant de sites d'exécution a fourni des preuves physiques de cette torture. Une étude réalisée en 2015 sur des restes provenant d'un lieu d'exécution médiéval en Angleterre a permis d'identifier plusieurs squelettes masculins présentant des traumatismes pelviens correspondant à des tortures par suspension. Les os présentaient une cicatrisation indiquant que les victimes avaient survécu à la torture pendant des jours ou des semaines avant leur mort. La convergence des preuves, documents juridiques, témoignages, dispositifs physiques et restes de squelettes confirment que cette pratique était réelle et répandue. Les musées et sites historiques modernes minimisent ou omettent souvent les méthodes de torture les plus dérangeantes. De nombreux musées consacrés à la torture se concentrent sur des dispositifs tels que le chevalet ou la Vierge de fer, tout en évitant de parler en détail de la torture génitale, dont la prévalence est pourtant attestée. Cette suppression reflète la gêne contemporaine à discuter de la violence sexuée, en particulier de la violence génitale masculine, qui remet en question les récits culturels sur la masculinité et l'invulnérabilité. L'histoire de la torture génitale masculine l'a été particulièrement occultée par rapport à d'autres formes de violence historiques. Plusieurs facteurs y contribuent. Malaise culturel. La culture contemporaine a du mal à parler de la violence génitale masculine, qui remet en question les récits sur l'invulnérabilité et le pouvoir des hommes. La honte masculine. L'association de la torture génitale à l'émasculation crée une résistance à la reconnaissance de la vulnérabilité et de la souffrance masculine. L'accent mis sur d'autres atrocités. Les récits historiques ont tendance à mettre l'accent sur d'autres formes de torture et d'exécution, laissant les pratiques sexospécifiques sous-examinées. La politique moderne en matière de genre.
Les discussions sur les souffrances historiques des hommes s'inscrivent parfois dans les débats contemporains sur le genre, certains considérant qu'elles minimisent les souffrances des femmes et d'autres les utilisant pour défendre le statut de victime des hommes. Mais la vérité historique exige de reconnaître toutes les formes de violence systématiques, y compris celles qui visaient les corps masculins spécifiquement parce qu'ils étaient masculins. Pourquoi c'est important ? L'histoire de la torture par suspension testiculaire est importante pour plusieurs raisons, au-delà de la curiosité morbide. Comprendre la violence sexiste. Elle révèle comment les sociétés ont utilisé les armes du genre et de la sexualité pour punir, en ciblant les manifestations physiques de la masculinité pour détruire l'identité et l'honneur de l'homme. Le spectacle de la souffrance. Il montre comment la torture publique a servi des fonctions sociales et politiques, non seulement la punition, mais aussi le divertissement, l'instruction morale et le renforcement des hiérarchies de pouvoir, l'application de la morale sexuelle. Elle montre les limites extrêmes que les sociétés ont franchies pour contrôler le comportement sexuel, en particulier la sexualité non reproductive, par la terreur et la destruction corporelle. L'universalité de la cruauté. La pratique est apparue dans différentes cultures, Europe chrétienne, Empire ottoman, islamique, Chine confucéenne, ce qui suggère que l'impulsion de détruire les transgresseurs sexuels par la torture génitale transcendait les contextes religieux ou culturels spécifiques. Et des parallèles modernes. Si la suspension des testicules a disparu, la violence sexiste et l'utilisation de la torture sexuelle à des fins de punition et de guerre perdurent. Comprendre les pratiques historiques nous aide à reconnaître les modèles contemporains. La plupart des victimes de la suspension testiculaire sont anonymes dans les archives historiques, identifiées uniquement par leurs crimes et non par leur identité. Hans Schmidt, de Nuremberg, est une exception car les chroniqueurs de la ville ont consigné son nom. La plupart des autres sont simplement l'adultère, le sodomite, l'hérétique. Cet anonymat faisait partie de la punition, non seulement la destruction physique mais aussi l'effacement historique. Le crime est resté dans les mémoires, la souffrance a été documentée, mais la personne a été oubliée. Aujourd'hui, dans les musées, on peut voir des crochets métalliques avec des descriptions neutres telles que « crochet de suspension utilisé dans les châtiments judiciaires, 16e siècle ». Ces affiches décrivent la torture par suspension sans préciser que ces crochets étaient utilisés pour percer les parties génitales des hommes et les suspendre par les testicules devant la foule. Cette présentation aseptisée reflète le fait que même aujourd'hui, des siècles plus tard, nous avons du mal à reconnaître la réalité de l'utilisation de ces instruments et des souffrances qu'ils ont causées. La suspension testiculaire, le fait de suspendre des hommes par des crochets dans leurs parties génitales, était une punition judiciaire documentée à travers l'Europe, l'Empire ottoman et l'Asie, utilisée pour des crimes liés à la sexualité et des crimes contre la nature. Il s'agissait d'un spectacle public destiné à détruire l'identité masculine tout en dispensant un enseignement moral par la souffrance. Les hommes étaient pendus pendant des heures ou des jours, maintenus conscients pendant l'agonie, exposés devant des foules comprenant des enfants amenés à assister à ce qui arrive aux transgresseurs sexuels. Pendant des siècles, cette histoire a été supprimée ou aseptisée, trop inconfortable pour être pleinement reconnue. Nous conservons les crochets dans les musées, mais nous ne savons pas à quoi ils servaient. Nous étudions la justice médiévale, mais évitons les dimensions sexuées les plus dérangeantes de la punition. Si vous voulez plus d'histoires supprimées de violences systématiques qui remettent en question les récits confortables, abonnez-vous, car même les vérités les plus dérangeantes méritent d'être reconnues. Laissez un commentaire. Pourquoi pensez-vous que cette forme particulière de torture historique a été si profondément supprimée par rapport à d'autres ? Comment trouver un équilibre entre la vérité historique et l'éthique de la discussion sur la souffrance extrême ? Les hommes qui étaient suspendus à des crochets dans leurs parties génitales, qui criaient jusqu'à ce que leur voix s'éteigne, qui mouraient lentement pendant des jours sous les yeux de la foule. Ils étaient réels. Leur souffrance était réelle. Et leur effacement de la mémoire historique est en soi une forme de violence. Nous nous souvenons de leurs crimes. Nous conservons les instruments utilisés pour les torturer. Mais nous avons oublié leurs noms, leur visage, leur humanité. C'est peut-être là la dernière cruauté. Même morts, même des siècles plus tard, ils restent ce qu'ils étaient censés être sur ces échafauds. Non pas des personnes, mais des avertissements. Pas des individus, mais des spectacles. Non pas des victimes de la cruauté judiciaire, mais des exemples de justice rendue. Souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous de ce qui leur a été fait. Souvenez-vous que les systèmes juridiques, les structures censées rendre la justice, ont utilisé des tortures que nous reconnaissons aujourd'hui comme barbares. Et rappelez-vous que l'impulsion de détruire les gens à travers leur sexualité, d'utiliser le genre comme arme de punition, de créer des spectacles de souffrance comme instruction morale, ces impulsions ne sont pas mortes avec les chambres de torture médiévales, elles ont évolué, elles persistent.
Et comprendre leur histoire est la première étape pour les reconnaître dans le présent.